Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau supplément qui m'a été joyeusement fourni par Chaosium, puisque ça vient de sortir, c'est donc le pendant de la première vidéo que je venais de faire sur le diptyque Cthulhu by Gaslight, donc qui se passe durant l'époque victorienne pour jouer à l'appel de Cthulhu. Nous avons vu ensemble le guide du joueur et maintenant je vais pouvoir vous montrer le guide du gardien avec cette copie qui m'a été très gentiment donnée en PDF gratuitement par Chaosium. Il y aura un lien évidemment dans la vidéo si jamais ça vous intéresse de l'acheter. Et on va démarrer assez rapidement sur cette illustration. Vous voyez peut-être pas forcément, mais il y a de l'aberration chromatique, donc une sorte de décalage sur la vidéo, sur cette illustration qui, à mon avis, est l'œuvre de Loïc Musy, encore une fois. Green Cat, pour pas le nommer. Et donc on va directement aller là-dedans. Donc ce bouquin est essentiellement une boîte à outils. Il ne faut pas vous attendre à un fil conducteur particulièrement fort. C'est plus un regroupement d'articles sur l'époque victorienne qui soit ne sont pas censés être interprétés par les joueurs, soit ne pouvaient pas rentrer en fait directement dans le livre sur l'investigateur. Donc c'est un peu toujours le problème quelque part, c'est que peut-être qu'en coupant en deux ces deux éléments, on se retrouve avec deux livres qui sont assez dilués, plutôt qu'un gros livre en fait qui pourrait être intéressant. J'y reviendrai en conclusion, mais vous allez voir que c'est un bouquin qui est assez particulier par beaucoup d'aspects. Et le premier, c'est encore une fois l'éclectisme de son contenu. Donc, on commence très rapidement sur le premier chapitre qui va nous parler. Donc, il y a des illustrations qui sont toujours un petit peu. Ça dépend, il y a du bon, il y a du moins bon. Là, je ne comprends pas. Il y a une sorte de. Je sais pas si c'est un chien de Tindalos ou c'est un T-Rex qui sort des murs. Passons. Donc, petite introduction de Mike Mason, hein, qui, rappelons-le, est toujours un peu le directeur de la gamme, en tout cas aujourd'hui. Comme vous le voyez, vous connaissez, hein, la maquette est quand même très, 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 très bien fichue. Et on vous donne des tips en fait sur l'utilisation avec encore une fois vous dire vous avez peut-être besoin du guide d'investigateur, n'hésitez pas à taper dans les autres bouquins, notamment évidemment Down Darker Trail qui est le pendant Cowboy qui était sorti, qui était vachement bien. Moi j'aimais beaucoup et quelque part je préférais parce qu'il y avait qu'un seul bouquin en fait, alors que là deux je trouve que c'est un peu bon. Je vends un peu la mèche mais je trouve que ça aurait pu on aurait pu rester sur un bouquin plutôt que deux. Donc voilà, encore des horreurs shogotiennes. Le premier chapitre, donc voilà, on commence avec un miscellany, donc c'est un ensemble d'articles et d'éléments pour vous aider à interpréter et maîtriser l'époque victorienne. Le premier, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément groupées entre elles. Premier article, premier passage, si on peut dire, c'est sur les poor laws, donc c'est assez compliqué, mais en fait, ce sont des lois qui étaient extrêmement cruelles, qui ont été mis en place sous l'idée enfin, en grosso modo, que les aristocrates et la classe noble voulaient améliorer les conditions de vie, mais de manière extrêmement crue et dégueulasse des pauvres. Ce qui a donné lieu notamment au système des workhouse, qui était un système infernal où on pouvait potentiellement mettre les gens qui avaient aucun endroit où vivre dans des maisons, on les forçait à travailler. C'était généralement tenu soit par l'église, soit par des propriétaires qui étaient absolument dégueulasses. C'est parfaitement décrit, je crois, hein, je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que Charles Dickens, quand il était jeune, a fait partie a dû vivre dans ces maisons-là. Très très jeune, parce que son père s'est retrouvé sans le sou. Et c'est assez ignoble, on va pas se mentir, c'est quand même assez trash. Mais c'est intéressant de voir au-delà de la condition sociale, en fait, la description de ces éléments, donc aussi les rookeries, qui étaient, donc là il n'y a pas de plan forcément, parce que les rookeries c'est les taudis, c'est vraiment l'endroit où les gens squattaient, qui était terrible. On vous donne, ça c'est toujours appréciable, des plans types, donc là c'est pas une workhouse, c'est une maison de campagne, donc de riches, puisqu'on est toujours rappelez-vous, hein, les trois classes sociales qui existent, enfin que la dénomination en tout cas dans le bouquin, les classes aisées, riches, les classes moyennes qui veulent monter en fait et représenter la bourgeoisie, et enfin les classes pauvres, avec donc pas mal de plans pour vous donner toujours un petit peu l'idée avec les middle class, les lower class. Il y a à boire et à manger, hein, clairement par rapport à tout ça. C'est une aide qui est appréciable, hein, toujours. Est-ce que c'est indispensable? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est pas, pour aider à la construction de scénario, c'est quand même assez utile. Surtout que vous avez vraiment, c'est des bâtiments qui sont. On a toujours besoin d'avoir une maison de campagne, on a toujours besoin d'avoir un taudis et une workhouse.
une table de rencontre dans les rookeries, donc dans les taudis, je suis pas sûr que ce soit génial. On a ensuite tout un travail sur le système judiciaire britannique de l'époque, de l'Empire, donc ça c'est pas mal, hein, parce que ça permet vraiment de... Surtout à Cthulhu, on a tendance à toujours essayer d'enfreindre la loi. Ça permet de donner un petit peu une perspective et une vue sur comment se passaient à l'époque les crimes, les façons de getting away with it, donc comment s'en sortir et ne pas se faire choper. Et à partir de quel âge on pouvait se faire attraper, notamment les gamins à partir de 14 ans, qu'est-ce qui leur arrivait, les sentences à vie, enfin les condamnations à vie, et l'état des prisons qui, vous l'imaginez, est déplorable. Plus intéressant, enfin moi j'ai beaucoup aimé cette partie du chapitre, les crimes connus, avec justement des exemples de scandales ou de mystères. Par exemple, il y a le cadavre d'un Earl donc, qui a disparu, qu'on a retrouvé beaucoup plus loin. Il y a une intendante qui a empoisonné les gens. Enfin, ça c'est très très cool. C'est des vraies sources d'inspiration, et évidemment on parle de Jack l'Éventreur, qu'on ne pourrait pas passer concrètement. C'est impossible de ne pas en parler dans un supplément sur l'époque victorienne, avec vraiment une description de tous les tenants et les aboutissants, les coupables potentiels, donc évidemment William Gull, le prince Albert, tous les gens qui potentiellement auraient pu être les assassins, et les victimes, les prostituées en question, à quelle date et quand est-ce qu'elles ont été retrouvées. Très chouette évidemment, mais il y a beaucoup, enfin, passé Jack l'Éventreur, il y a quand même pas mal de petits crimes qui sont décrits, c'est vraiment très très intéressant, et ça donne beaucoup de perspectives. On passe sur une sorte de drôle de bonne femme, qui était la reine des 40 éléphants, ce que j'ai compris, qui était une femme qui dirigeait une sorte de pègre criminel. C'est toujours assez rigolo de voir des espèces de petites choses comme ça. Pas mal de petites choses, et ça, alors, H.H. Holmes, qui était, alors ça c'est pas en Angleterre, c'est aux États-Unis, qui était un dangereux psychopathe, qui était une sorte de Landru sous stéroïde, plus de 20 ans ou 30 ans avant Landru, qui avait créé une espèce de maison avec des passages secrets où il assassinait les gens et il les désintégrait, je crois, dans l'acide. Enfin, c'est un truc, mais c'est horrible. C'était vraiment, c'est le pire serial killer c'est le premier serial killer qui a existé. C'est l'un des pires serial killers qui ait jamais existé. Je crois qu'il a tué officiellement 27 personnes, officieusement, on ne sait pas. Lui se vantait d'en avoir tué quasiment 200. Enfin, c'est un truc de fou. H.H. Holmes, sa maison, la maison qu'il habite, je crois, elle peut être visitée aujourd'hui, mais c'est d'un glauquissime absolument délirant. Il y a des crimes plus soft, hein, il n'y a pas que des massacres. Les asiles, donc évidemment, comme dans tout bon l'appel de Cthulhu, il y a un moment on va finir forcément dans un asile, donc on vous explique un peu la qualité des soins, l'avancée des thérapies, si on peut appeler ça comme ça, avec une sorte de listing des différents asiles qui existaient à l'époque sur l'Angleterre et les quatre provinces. Sympathique thérapie par l'eau, toujours agréable, qui était une des questions. Et ensuite, on arrive sur des gangs qui sont proposés plus ou moins. Alors, certaines existantes, d'autres n'étant pas le cas, avec différentes. Pour pouvoir les intégrer potentiellement à vous, à votre campagne ou vos scénarios, sachant qu'à chaque fois, il y a des connexions qui sont possibles avec le mythe de Cthulhu, si vous le souhaitez, donc notamment des gangs qui vont travailler avec les ghouls. Il y a plein de petites choses. Alors, c'est pas démentiel, mais ça vous permet quand même il y a quand même un petit peu de matière pour créer des scénarios assez facilement. Il y a des encarts pulp, bien évidemment, qui existent et qui sont beaucoup plus péchus, avec notamment les martiens. On y reviendra. Et pas mal de petites choses à droite à gauche, assez rigolotes, pour pouvoir un peu combler et boucher les trous qui peuvent exister, qui peuvent manquer, en fait, dans le scénario. Les serviteurs de l'Empire, qui sont des espèces d'affreux individus qui cherchent à pousser la puissance de l'Empire britannique à travers le monde à l'insu de leur humanité. On passe sur un chapitre qui, je crois que c'est celui sur l'ordre hermétique. Ouais, alors en fait, voilà. C'est un chapitre sur l'ordre ésotérique de l'Aube dorée. Un chapitre qu'on a déjà eu en fait côté joueur, en long, en large et en travers. Mais là, c'est pas aussi profond que le supplément qui est sorti à l'époque, mais c'est un peu pour vous donner encore une couche sur l'ordre hermétique, avec cette fois des règles spécifiques sur les séances, la projection astrale et tous les pouvoirs occultes qui peuvent en découler. Donc l'idée, c'est de vous proposer une magie qui soit en termes
avec la vision en fait hermétique et qui est une magie disons plus soft que celle de l'appel de Cthulhu en général. Alors ça reste un peu walou et un peu violent, hein, faut pas, la magie avec Cthulhu ça reste plutôt brutal. Alors pourquoi pas? Donc il y a beaucoup de... Il y a vraiment, si vous voulez jouer une campagne dans l'ordre hermétique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a ses membres, il y a les différents échelons, son organisation, ses origines. Pourquoi pas? J'avoue que personnellement, je suis resté assez de marbre face à tout ça, puisque c'est pas forcément ma vision de l'appel de Cthulhu, mais ça peut en tout cas offrir un background assez conséquent. Il y a beaucoup de passages sur, puisque je parlais de projection astrale, il y a pas mal de boulot sur le plan astral qui est sur l'espèce de plan où les âmes se projettent et permet aux membres de l'ordre hermétique d'asseoir un peu leur pouvoir et leur connaissance, tout en se basant sur une mythologie plus ou moins égyptienne. Il y a des liens qui sont faits avec l'appel de Cthulhu, mais c'est pas très très long. Par exemple, là j'ai 2 pages complètes sur le plan astral. Il y a peut-être 2 chapitres sur l'appel de Cthulhu, sur vraiment le lien avec l'appel de Cthulhu. On dit bah ça peut être lié à Bast, ça peut être lié à Yog-Sothoth, mais en gros, encore une fois, c'est à vous de voir ce qu'il en est et de déterminer. On vous impose pas une. En fait, ils essaient de donner si on peut appeler ça comme ça, une vision assez neutre de l'ordre de l'Aube dorée, mais libre à vous de la modifier ou de faire quelque chose qui est de beaucoup plus cthulhuide. Il y a des compétences qui sont rajoutées, donc comme je disais, c'est très très spécifique. J'ai l'impression que c'est un peu, ils ont tiré un peu la quintessence, vous me passerez le jeu de mots, du supplément sur l'Aube dorée pour pouvoir justement offrir des options à des joueurs qui voudraient faire une campagne dedans, avec des compétences spécifiques, donc les rituels hermétiques, la séance, la projection astrale. C'est des petits éléments à droite à gauche, encore une fois, mais qui sont entièrement liés au fait que vos joueurs fassent partie de l'ordre doré ou alors, enfin de l'aube dorée ou alors l'aube dorée en tant qu'antagoniste. Pourquoi pas, hein, mais c'est assez spécifique, il y a beaucoup de choses sur la divination, les séances, comme je disais, des règles sur le combat astral, si jamais, en général, je ne conseille pas le combat dans son corps, et encore moins hors de son corps. La possession, c'est très... évidemment, hein, c'était le moment où ce type de magie et enfin en tout cas d'occultisme revenait en vogue avec la vague égyptologie aussi, la folie d'égyptologie. Pourquoi pas, mais moi ça m'a un peu, enfin ça m'a pas transcendé en fait. Je vais être très honnête, c'est pas vraiment mon kiff. On vous donne une sorte de mini bestiaire de bestioles que vous pouvez tomber. Alors là c'est un peu bizarre, hein, des créatures très similaires à ce qu'il y a dans From Beyond, donc de l'au-delà évidemment. On pense à la nouvelle de Lovecraft. Et des sorts, encore une fois, des sorts hermétiques pour vous protéger, pour vous soigner, ainsi que toutes sortes de... Il y a une division aussi entre le cercle extérieur et le cercle interne, donc qui sont les 2 niveaux de connaissance et de décision au sein de l'Aube dorée, qui sont plus ou moins puissants, plus ou moins dangereux évidemment. Pourquoi pas? Je vois qu'aussi, en général, il n'y a pas, sur ces sortilèges-là, il y a... ça dépend en fait, mais des fois il y a des sortilèges qui sont pas très puissants, qui ne demandent pas aussi de perte de santé mentale. D'autres si. Mais c'est assez bizarre en fait. C'est vraiment une surcouche qui est ajoutée déjà à la mythologie et à la magie d'Appel de Cthulhu. Le lecteur, c'est à vous en fait encore une fois d'apprécier ou non cet aspect-là. Ça dépend toujours de ce que vous venez chercher dans ces livres-là. C'est évident que si l'Aube dorée c'est quelque chose qui vous fascine, ça va parfaitement dans ce sens-là. Et c'est évidemment un élément très très important de l'époque de l'ère victorienne. En plus des classes sociales suffocantes, en plus de la pauvreté, en plus de espèce d'empire colonial qui se dévise à travers le monde entier, et les dernières frontières qui tombent une par une. On a ensuite des sorts, bon, c'est pas officiellement, mais ça c'est très classique, au moins ça vous permet d'augmenter votre bibliothèque de livres en tout genre. Ils en ont un paquet, hein, ils ont quand même un grand paquet de bouquins. Il y a à boire à manger. On notera qu'il y a des grands classiques, enfin il y a des nouveaux bouquins, comme des bouquins qu'on a déjà vus, hein, le livre de 10 ans, le livre d'Aibon, c'est des choses, c'est des noms qui doivent résonner pour vous, fans de l'appel de Cthulhu, sans aucun doute. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on arrive sur le chapitre consacré, alors un peu
pour vous aider en fait. C'est des conseils vraiment de, pour gérer l'appel de Cthulhu. Et là, ça va être, enfin, comment dire? Il y a plusieurs possibilités de réaction par rapport à l'appel de Cthulhu, comme dans les années 20 où il y avait dans la réalité historique un racisme assez présent, des conditions qui étaient détestables pour bon nombre de la population, un écrasement pur et simple de toute forme de socialisme, des briseurs de grève, des barons bandits, que sais-je encore. Bah là c'est pareil en fait. Ce qui se passe c'est que les mecs qui ont fait le bouquin, donc Chaosium, vous disent il y a plusieurs... Comment approcher en fait justement le caractère intolérable de cette société-là qui était bien évidemment encore pire que les années 20. Et la question, ils sont pas bêtes en fait. Si vous disent, bah il y a trois niveaux vraiment. C'est soit vous dites, bah tant pis, on joue. Enfin, c'est normal de montrer justement que bah c'était pas joyeux et on va jouer comme ça. Et c'est très bien. Et c'est pas juste pour démontrer le côté, le système. Enfin, c'est pas juste pour démontrer toute l'horreur du jeu, mais c'est pour faire un jeu en fait quelque part qui est plus réaliste. Je mets des guillemets sur réaliste dans un jeu où il y a des monstres qui viennent d'autres dimensions. Sinon, il y en a vraiment qui disent, bon bah, nous on veut juste s'amuser, on veut juste affronter des bad guys, etc. Donc on y va, et on fait fi en fait des problèmes qui peuvent être interférents dans la scénarisation. Donc si je veux jouer une personne de couleur, si je veux jouer une femme qui peut monter au Parlement, bah, je le fais, je me pose pas de questions. Et sinon, il y a juste, je suis là pour l'horreur, j'en ai rien à foutre, et j'y vais. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les débats, enfin, comment dire, les difficultés engrangées par la société victorienne. Je m'en fiche, et je suis juste là pour, grosso modo, enquêter sur du poulpe, perdre ma santé mentale, et puis éventuellement réussir à protéger l'humanité d'un jour de plus. Je pense, personnellement, que cette division est assez cru. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont mis. Moi, j'ai tendance à vous dire que quand je fais un jeu de rôle, c'est les trois ensemble. C'est-à-dire que je pars du principe que bah, il faut montrer comment c'était. Il faut parce que sinon, c'est rendre, enfin comment dire, c'est ne pas rendre quelque part hommage à tous les gens bah, qui se sont battus pour améliorer les conditions. Et puis ça montre aussi justement toute la cruauté en fait de l'époque. Hein. Je pense que ça, c'est assez important. Je pense toujours à Mad Men qui était tiré dans les années 50 où ils sont tous blancs, ils sont tous beaux. Et c'est super, et puis en fait, dès qu'on gratte un peu, on écorne le côté, on s'aperçoit que bah, voilà, c'est une horreur, c'est tous des espèces de dépressifs ou d'ignobles misogynes, des sombres connards, alcooliques, et ça c'est assez intéressant, quoi, évidemment. Et je pense qu'il y a de ça, quoi. Alors évidemment, et à côté de ça, bah, vous faites un jeu avec une proposition. La proposition, elle est quand même que si vous êtes censé jouer à un jeu d'horreur, bah, que Lovecraftienne, où il y a des forces en puissance qui sont incommensurables, qu'on aura du mal à affronter. De toute façon, les gens, c'est une lutte désespérée pour avoir une victoire à la Pyrrhus, qui de toute façon, dans le grand ordre des choses, ne rime à rien, puisque bah, les grands anciens sont et seront, et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et enfin, c'est normal des fois de s'amuser, dans le sens qu'on ne peut pas, même en tant que maître du jeu, en passant des heures et des heures, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi j'ai fait une licence d'anglais, on a quand même pas mal bossé l'histoire britannique, ça me donne quelques pointeurs. Mais même un type qui a fait sa thèse sur l'Angleterre victorienne, il maîtrise le jeu, d'accord, mais est-ce qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus tordre à un niveau de granularité le besoin de réalisme pour s'amuser? Parce que si, enfin je vais dire n'importe quoi, mais si vous jouez à un jeu qui se passe au Japon durant enfin, comment dire, l'ère, enfin l'ère ancien empire, quoi, donc avant l'époque Meiji, à l'ère d'Edo, et que en gros bah, vous le jouez hyper réaliste, ça veut dire que vous pouvez pas sortir de votre village, vous pouvez pas traverser les villages sans avoir le moindre laisser-passer, parce que sinon, enfin tout est comme ça, quoi. Donc il y a un moment, il faut soit dans votre scénario, soit peut-être pour le fun tordre. Alors je dis pas tout changer, hein, mais peut-être des fois il faut peut-être un peu tordre tout, d'autant plus que vous en tant que maître du jeu, bah, vous pouvez pas tout savoir, et qu'à la fin de l'histoire, à la fin, ça reste un jeu. Alors, ça c'est mon avis à moi, donc j'ai envie de dire encore une fois, juste pour récapépète, ils offrent trois possibilités qui, à mon avis, sont intéressantes pour des gens justement qui découvrent le jeu de rôle ou qui n'ont pas forcément cette connaissance ou cette envie en fait enfin, qui sont un peu perdus face à tout ce que l'appel de Cthulhu propose. Ils ont une idée d'inclusivité qui moi me dérange pas. Alors ça peut déranger des gens, puis c'est comme ça, et puis c'est pas très grave. Après c'est votre jeu, vous en faites ce que vous voulez. Mais par contre, je trouve que justement ce découpage-là, il tient la route pour des gens qui découvrent le jeu de rôle. Mais enfin, pour moi, une partie idéale, il faut mélanger les trois, quoi. On a le droit de s'amuser,
on a le droit de représenter la réalité aussi crasse qu'elle était à l'époque, et au final on fait du Cthulhu, quoi. Donc ce qui est rigolo, c'est le fait qu'on joue pas dans les années 20, c'est qu'on joue dans les années à la fin de l'ère victorienne, à un moment justement où il y a un imaginaire qui est extrêmement puissant, que ce soit par Sherlock Holmes, que ce soit par Oscar Wilde avec le portrait de Dorian Gray. Enfin, évidemment Jack l'Éventreur, c'est des images qui sont extrêmement fortes, qui ont bercé notre imaginaire, que ce soit par les films de la Hammer ou bon nombre de bandes dessinées. Je pense que c'est vraiment... Moi, il y a une bande dessinée que j'adore, qui sort plus maintenant. Alors, je suis pas très franco-belge, mais Fog, c'est une série qui s'appelait Fog, qui était vachement bien, où il y avait je crois qu'il y avait 7 ou 8 épisodes, et à chaque fois c'était justement Angleterre victorienne, mais qui mélangeait plein d'éléments, notamment les mouvements indépendantistes en Irlande, Jack l'Éventreur, mais aussi les Manitou, il y avait plein de choses, c'était très très chouette, et il y a plein de choses comme ça. Mais après, si vous voulez le jouer façon pulp, comme dans Penny Dreadful, vous y allez, c'est votre jeu. Le principe, c'est que vous avez une proposition de jeu. Si vos joueurs ils aiment ça, si vous vous marrez, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez besoin de plus, quoi, simplement. Donc voilà, c'était un peu le moment, comment dire, où on reparlait un petit peu de ce que voulait faire Chaosia, mais bon, c'est pas non plus bête de dire ça. Alors ensuite, on retourne sur les trucs les plus classiques de l'appel de Cthulhu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle la police, évidemment. Combien de temps la police va faire interagir, quels sont les effectifs, est-ce que c'est facile ou pas, les classes sociales. Donc ça, c'est des règles, disons, plus dures pour vous montrer comment utiliser les classes sociales, comment gérer des interactions entre les différentes classes sociales, des bonus-malus quand vous jouez, avec des dés d'avantage, des dés de malus. Pourquoi pas. Après, c'est assez simple à gérer en général. On n'a peut-être pas besoin de table pour ça. Les fuites de gaz, alors ça c'est assez mortel. J'avoue que j'étais un peu innocent par rapport à ça, mais des fois, ouais, il y a des fuites de gaz et les gens s'effondrent ou meurent, et il y a quelqu'un allume une allumette et pouf. Le brouillard, évidemment, le smog, le smog victorien. Système de réputation ou d'infamie qui peut être toujours sympathique, d'autant plus que si vous jouez des lords ou évidemment le noble dégénéré, ça a son charme. Assez cool. Alors là, wow, on arrive, c'est sur le mythe, je crois. Non, c'est les poursuites en calèche. Bon, alors ça, c'est toujours... les poursuites, c'est toujours un grand moment dans l'appel de Cthulhu. C'est toujours avec leur fameux système on a des différenciations, il faut rattraper l'autre, il peut y avoir de danger. C'est un système qui est pas mal, en vrai. Le système de la V7 de l'appel de Cthulhu, moi, je trouve qu'il est... Alors ça, c'est très pulp comme illustration, mais c'est un système qui est plutôt pas dégueulasse. Enfin, moi, j'utilise, quand je fais d'autres jeux de rôle, c'est ce système-là que j'utilise pour les chasses et les poursuites en voiture, en course à pied. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et tac, tac, tac. Donc là, on vous explique un petit peu comment créer une campagne. C'est toujours des bons conseils en fait sur comment un peu créer votre campagne sur l'appel de Cthulhu, les différents styles de campagne avec par épisode, basé sur vos personnages, des choses plus sandbox. C'est des bons conseils, très 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 sympa, très intéressant. Et là, on sent vraiment qu'on est dans le dur du bouquin, à savoir, je suis maître du jeu. Pourquoi est-ce que j'achèterais ce bouquin? Parce que ça me file des conseils. C'est pas juste une encyclopédie. Reader's Digest, mais c'est aussi quelque chose qui me donne des conseils pour jouer et maîtriser l'appel de Cthulhu. Époque victorienne, évidemment. Ouh là 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 là, de la grosse illustration qui tâche. On notera que les illustrations, soit sont du domaine du trait normal, soit ça va vraiment haut en couleur, extrêmement forte. Et j'avais l'impression que dans le bouquin Investigateur, c'était beaucoup plus soft. C'était beaucoup plus d'enquête, alors que là, il y a du monstre à tous les étages, c'est assez impressionnant. On repasse une couche sur les thèmes, donc j'en ai parlé un petit peu à ma sauce, mais sur le mythe de Cthulhu, la science-fiction. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments différents qui sont proposés, donc il y a un peu de choses sur Cthulhu, parce que ça reste quand même l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, mais il vous propose 3 choses en fait. Ils vous disent, soit vous jouez sur du mythe de Cthulhu, soit vous jouez sur la science-fiction victorienne, donc comme Les Martiens, ou le film Le Prestige, Jules Verne, soit vous faites de l'horreur, de la folk horror, donc comme Wickerman. Alors Lovecraft s'en est un peu rapproché forcément avec les sorcières, mais là c'est vraiment l'idée de retrouver des espèces de sorcières au fin fond de la forêt, ou je sais pas, des fées, ça peut être façon Midsommar. C'est vous qui voyez le truc. C'est pas mal, je trouve. En général, ça se marie très bien avec l'appel de Cthulhu, mais c'est pas bête de retourner là-dedans, puisque l'époque s'y prête exactement, parce que c'est le moment où on va commencer à faire des études folkloristes à travers l'Europe. Donc c'est un moyen idéal d'introduire vos joueurs pour qu'ils tombent sur
un obscur et horrible culte de sorcières Wicca qui vont tous les brûler dans un homme de paille géant. Si vous n'avez jamais vu The Wicker Man, dans le film des années 70 avec Christopher Lee, je ne peux que vous conjurer de voir ce film. Et l'acteur principal, c'est l'acteur qui a fait The Equalizer après, une espèce de grande série façon flic des années 80, c'est assez marrant. C'est un super, la BO est géniale aussi du film. Donc les fantômes, parce qu'évidemment l'histoire de fantômes, c'est le moment aussi il y a le gothique qui commence à rentrer en place dans la littérature. Et bon, le Ouest américain, ils en parlent un peu, mais ça n'a pas trop de sens, puisqu'ils ont sorti Down Dark Trails, qui était déjà le supplément un peu Far West, qui était très très bien, c'était vraiment super, super supplément, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, les petites choses sur Buffalo Bill aussi, parce qu'il a fait des grands tours à travers le monde, et je savais même pas ce qu'il était arrivé dans ma ville de Rennes, aussi, il était passé il y a très très longtemps. On vous donne des exemples, notamment si vous voulez faire un truc un peu plus cru, vous pouvez faire Deadwood, ou référencer à Deadwood, qui est l'une de mes séries favorites, dont je vous conseille aussi de voir si jamais vous voulez faire du cowboy. J'adore cet illustrateur, je trouve que c'est vraiment bien, espèce de simili-impressionnisme, c'est plutôt très très cool. Avec l'utilisation potentiellement voilà, des mouvements sociaux. Alors ça c'est plutôt pas mal, comment utiliser les mouvements sociaux, comment utiliser les rookeries, donc les taudis, les workhouses, et les différents usages des classes sociales. Donc c'est vraiment encore une fois plein de petits conseils très sympatoches qui peuvent vous venir en aide justement pour concevoir en fait l'époque victorienne. Parce que c'est vrai que si c'est pas... Bon, je pense que vous l'êtes un peu tous, si vous maîtrisez Cthulhu, mais si vous avez jamais vraiment lu de Sherlock Holmes ou de livres qui sont référencés à cette époque, ça peut être assez dur de visualiser tout ça, et c'est vrai que c'est le job, en fait, quelque part, du maître du jeu, et c'est le job de ce bouquin qui remplit pas si mal que ça. Concrètement, le bouquin, en fait, de vous aider, pour vous aider à concevoir et créer un sentiment d'atmosphère simplement de ce qui se passe. On vous propose aussi comment utiliser l'Empire, l'Empire britannique, donc il y a plein de références évidemment, Kipling, mais aussi Conrad, avec, c'est pas l'Empire britannique, mais Au cœur des ténèbres. Alors ça, si vous voulez du Lovecraft, ça c'est vraiment du Lovecraft, il suffit de rajouter juste un bout de tentacule et vous êtes dedans. C'est un bouquin, enfin moi Conrad c'est un de mes auteurs préférés, donc je ne peux que vous en parler. Mais il a fait aussi un truc d'espionnage qui s'appelle L'Agent Secret, qui était l'un des premiers livres d'espionnage, qui est très très bien aussi, sur un anarchiste qui pose des bombes. Enfin bref, je pourrais en parler des heures. Donc comment utiliser le voyage, éventuellement les contrées du rêve. Alors je vois pas trop comment, enfin avec la projection astrale, avec tout l'espèce de côté de l'aube dorée, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et les martiens. Alors c'est là où j'ai commencé à bugger. Alors je comprends, je comprends les martiens. Mais il y a les martiens d'H.G. Wells qui sont présents. Si jamais vous voulez faire de la science-fiction victorienne, ce que vous propose le livre, alors c'est assez original, mais bon, passons. On a une grande carte de Londres, donc évidemment, avec tous les points d'intérêt. La carte de Stafford. Bon, si tu nous entends, monsieur Stafford, de là où t'es, sache que tu n'es pas oublié. Et oui, il y a pas mal de... Donc voilà, les martiens. Les martiens de chez Wells. Le capitaine Nemo, tant qu'on y est. Non, blague à part, c'est rigolo, c'est chouette, quoi. C'est quand même très marrant, mais c'est bizarre de ce mélange. Alors ça, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, mais qui est un peu bizarre parce qu'il fait référence. Encore une fois, il y avait un chapitre similaire dans le bouquin des investigateurs, mais là, ça va beaucoup plus en profondeur sur en fait les personnalités vivantes et imaginaires de l'époque victorienne. Donc ça part un peu en sucette évidemment, mais c'est le truc de l'appel de Cthulhu. Ça qui est marrant aussi, c'est ils font un gros brassage. Donc on a alors tutti quanti avec la famille victorienne, la reine Victoria évidemment, le prince Albert je crois qu'il est devenu complètement fou, qui a chopé la syphilis. Quelques personnes donc évidemment qui sont issues de l'Empire ou qui étaient des personnes, voilà, des minorités ethniques, le grand Gladstone, donc le très très grand Premier ministre, un géant, l'un des grands, les grands penseurs d'Inde, Florence Nightingale, donc la première la très très grande infirmière qui a beaucoup aidé pour tout ça, Chinese Gordon qui était un major général qui a beaucoup sévi à travers l'Empire, et à chaque fois en fait on vous donne une petite notule pour les lier au mythe de Cthulhu. Alors c'est pas transcendant, mais c'est pas mal parce qu'en fait c'est plus vous créez votre scénar et après vous sortez ce chapitre-là et vous dites qui je peux utiliser
concrètement dans mon scénario. Et ça se marie assez bien en général. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc il y a des gens qui ont beaucoup aussi manifesté pour différentes causes, pour les pauvres, pour les femmes. Il y a plein de choses pour les gens de couleur. Il y a des danseurs. Enfin, il y a vraiment, c'est très rigolo, quoi. Enfin, il y en a quelques-uns que je connaissais quand même, mais il y a encore une fois enfin, j'ai tendance plutôt à vous dire que c'est plutôt la bibliographie de ces gens-là qui vous servira d'inspiration plutôt que les gens. C'est-à-dire que comment dire, mettre Nightingale dans un scénario, ça va pas forcément parler à grand-chose, mais par contre, lire son parcours est très intéressant et peut vous donner des informations, enfin, peut vous donner en fait des idées pour créer des PNJ, pour créer des scénarios, ou même pour aider des PNJ, quoi, simplement. Il y en a beaucoup, hein, à chaque fois, c'est assez rigolo de voir. Donc, il y a des saltimbanques, des grands écrivains. Yeats, évidemment, un poète. Ça, j'ai des flashbacks de ma licence d'anglais, Buffalo Bill, il y a plein de petites choses. Annie Oakley, grande tireuse, espèce de savant fou électricien, qui était le magicien de stage. Ouais, après, on tombe un peu sur les barons. Donc, ils ont un peu classé partout, hein. Donc, il y a les entertainers. Ensuite, on a un peu les barons, les scientifiques, les gens qui ont un peu aidé justement à faire progresser la science, notamment. Talbot. Après, il y a aussi un peu les occultistes, enfin les gens du monde occulte, où là ça devient Alistair Cromwell qui est tout jeune, évidemment, et plein de petits profils assez rigolos. Moi je connaissais pas du tout, hein, l'occultisme, c'est pas trop ma passion, ma connaissance, mais c'est assez marrant. Si Florence Farr, je connaissais le nom. Et tous les gens en fait qui font partie de l'Aube dorée, ainsi que un ou deux encore Wicca Pagan, ça commence évidemment. Donc c'est évidemment c'est tout le, on est dans le, on est dans l'Empire britannique, donc il n'y a pas tellement de Français ou de gens en fait hors de ça. Richard Burton, qui a traduit les Mille et une nuits notamment. Et plein de petites choses. Et en fait, on finit avec Aberline. Donc, là, c'est un peu les autres. Donc, Aberline qui a pourchassé Jack l'Éventreur. Ça, on le trouvait. Pas mal de petits personnages assez particuliers, il faut le dire. L'homme éléphant. On est vraiment plein dedans, hein, c'est dans ce délire. Pas mal de petites choses. Et ensuite, plus rigolo, on arrive dans les personnages, les personnages de fiction. Donc, ils sont tirés de bouquins et de livres. Alors on a She, donc Ayesha, qui est une nouvelle de Haggard, espèce de grande immortelle, manipulatrice, très très chouette. Ça c'est vraiment des super... Enfin, même, c'est évident que Lovecraft il s'est inspiré de tout ça. C'est vraiment super chouette. Le capitaine Nemo, évidemment. Le docteur Moreau. Alors, petite pensée à Val Kilmer qui nous a quittés. Oh putain, parce que si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille pas le film, mais ils ont fait un documentaire qui s'appelle le voyage maudit de Richard Stanley, qui raconte le tournage. Et vous avez jamais vu cette vie, hein. Les mecs, ils ont vécu à moitié à poil en prenant la drogue pendant 4 mois sur un tournage. Le réalisateur, il a disparu. C'était absolument génial. Dorian Gray, très très grand, très grande petit roman absolument génial de Wilde. Madame Sarah, ça je connais pas. Je connais pas tout le monde non plus après, mais il y en a un paquet. Et après, je crois que vous allez en avoir d'autres avec dans le bestiaire, il y en aura d'autres saloperies. Les horreurs victoriennes, donc là on va arriver, donc ça commence, ça c'est vraiment bien. C'est sur les descriptions des endroits un peu étranges de l'Angleterre victorienne. J'ai des flashbacks de Vaesen, parce que il y a quelques semaines j'ai relu et j'ai parlé donc, de Vaesen qui se passe aussi durant l'époque un peu mythique du 19e siècle. Et ils ont sorti un bouquin sur l'Angleterre mythique. Avec, encore une fois, c'est pareil, les personnages de fiction, les lieux un peu hantés, donc on retrouve un peu tout ça avec qu'est-ce qui se cache derrière Westminster Abbey, parce que c'est là où on enterrait les rois, la tour de Londres, mais encore plein d'éléments où on peut trouver toutes sortes de fantômes. Et c'est vrai que je préfère... Enfin, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec Vaesen, qui est plus petit, hein, évidemment, mais qui a des arguments de poids, à mon avis. Là, on arrive enfin, et ça, je trouve ça un peu chiant, enfin pas chiant, mais on arrive enfin vraiment à ce qu'on attendait, c'est le mythe de Cthulhu en Angleterre. Et ça, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui change concrètement avec le mythe tel qu'on le connaît dans les années 20 où c'est reculé, par rapport à l'époque britannique de l'Empire.
Et donc là, on vous donne quelques cultes liés à Assur, liés à autres, et comment les lier. Donc ça, c'est sympa aussi pour les gens qui n'ont pas le bouquin de base, en fait, qui n'achètent que l'Angleterre, enfin, les livres de Cthulhu by Gaslight, donc, donc ces deux livres, donc celui-là plus celui de l'investigateur. Ils vous font un petit récap vite fait des monstres, de quoi, qu'est-ce qu'ils signifient et tout. Je trouve ça plutôt cool en général. Donc le culte de Bast, évidemment, Chorazin, d'Odin, on vous dit un petit peu à chaque fois les cultes existants, comment est-ce qu'ils apparaissent, donc ça fait plein d'idées. Alors c'est pas très très long en fait, mais ça vous donne quand même beaucoup de grains à moudre sur comment vous allez faire jouer éventuellement vraiment de l'appel de Cthulhu, présentement à l'époque victorienne. Et on vous donne aussi des PNJ que vous pouvez associer, donc vous allez retrouver tous les grands anciens, tous les gens que vous avez adoré, détester et utiliser pour faire frémir vos joueurs. Nos amis des profonds, il y a à boire à manger là, ils sont pas mentis, enfin, ils se moquent pas de vous, il y a quand même il y a une grosse quinzaine de pages, donc c'est pas dégueulasse, avec aussi les hyperboréens, les hommes serpents, les Ctoniens et compagnie, les choses rares. Les illustrations sont toujours assez chouettes, hein. Là c'est plutôt pas mal. Et au-delà du mythe, alors c'est là où attention, on revient dans la science-fiction victorienne avec donc les hommes animaux du Docteur Moreau. Très très cool l'illustration. Les martiens. J'ai du mal. J'adore. Enfin, Guerre des monstres, je crois que c'est le bouquin de chevet de mon père, mais je suis jamais rentré dedans en fait. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas mon truc. Mais vous avez tout un truc sur les martiens, comment les utiliser, leur armement et tout. Ça va vraiment loin dans le, dans le délire. Je sais pas, peut-être que je ferai une campagne avec. Vous referez H.G. Wells, un mash-up H.G. Wells, l'appel de Cthulhu, qui sait, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que c'est libre de droit, simplement, je sais pas, mais c'est toujours assez rigolo de voir tout ça. Et on arrive aux monstres, les monstres de fiction. Alors, Carmilla, qui est cette nouvelle qui prédate de Le Fanu, qui prédate comme quoi les Irlandais sont vraiment des très grands écrivains. J'avais lu quelque part que l'Irlande c'est le pays qui avait le plus de prix Nobel de littérature par rapport au nombre d'habitants. Et Carmilla, c'est un bouquin qui est un peu oublié. On donne toujours uniquement le côté un peu lesbien, mais c'est un super bouquin, vraiment lisez-le. C'est une très courte nouvelle qui est complètement sur un thème du vampire évidemment, mais qui est sur le côté du vampire vampirisant, étouffant, qui se lie en fait à une famille. C'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré Karnstein, la comtesse Karnstein, très très chouette. Dracula évidemment, hein, on va pas revenir dessus. Vous connaissez tout sur lui. Évidemment, le livre est un must à lire. Il est absolument génial. En plus, c'est vraiment le. Pour moi, Dracula, c'est la quintessence du scénario d'Appel de Cthulhu, puisque il se passe quelque chose, il y a un rituel à la fin. En gros, il y a une enquête à faire pour trouver ce qui se passe, comprendre les sources du mal, puis aller affronter le mal. Et c'est vraiment, pour moi, typiquement l'archétype, l'appel de Cthulhu. On va me dire, bah ouais, mais c'est plutôt l'abomination de Dunwich, alors c'est vrai, mais je trouve qu'il y a vraiment, dans ce bouquin, il y a tout, quoi. Il y a une ambiance, il y a une histoire, il y a un rythme qui est très très bon, le côté épistolaire marche très bien, il y a ce côté aussi du respect du monstre que je trouve génial, où en gros, Van Helsing dit, mais faut pas que vous voyez pas juste Dracula comme une bête. Dracula aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, c'est un alchimiste qui a vécu pendant des siècles, il a la capacité aussi d'apprécier les machines pour ce qu'elles sont. En fait, enfin, c'est un gars c'est un monstre, mais c'est un monstre qui est capable d'apprécier les changements apportés par l'Empire britannique. Enfin, c'est vraiment super, super bouquin. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, évidemment, enfin, ça qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, je vous lis ça, et tout ce que je peux vous dire, c'est effectivement, c'est bien. Ce qui est montré, c'est sympa, mais à chaque fois, j'ai envie de vous dire, lisez les bouquins, quoi. C'est le meilleur moyen de vous faire comment dire, de vous approprier l'ambiance de cette époque. Et en plus, c'est extrêmement bien écrit. Ça vous permet de concevoir des scènes de tension absolument démentielles. Enfin, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est incroyable. Enfin, le dénouement, tout la dépravation au futur, c'est un film incroyable. Frankenstein, c'est pareil. Enfin voilà, on est vraiment sur ça, c'est vraiment des. J'ai des flashbacks en fait de tous ces bouquins que j'ai lus plus ou moins il y a longtemps, mais il y a des trucs, ça se tord quoi. Vraiment, je suis pas sûr que c'est très Lovecraftien parce que justement, c'est pas du tout. On est vraiment dans l'horreur gothique.
présidé, un peu poussé par Byron, qui avait aidé, enfin, qui avait encouragé Shelley justement à écrire un petit peu comme ça une nouvelle par une nuit sombre et terrible. Mais non, non, c'est vraiment c'est du génie, quoi, faut lire. Ça, je connaissais pas, c'est une nouvelle sur Pan, donc le dieu Pan. Donc c'est marrant si vous faites du folklore. Spring Hill Jack, alors ça, je connais pas trop, je sais que c'est une sorte de légende britannique, un peu une sorte de mec à ressort, en fait, une sorte de voleur à ressort qui se baladait, qui se déguisait avec des cornes et qui faisait des bonds de 10 mètres, qui était le héros de nouvelles à 4 sous. Et on arrive donc enfin sur les scénarios. Le premier scénario, enfin je vais vendre la mèche tout de suite, les deux scénarios sont très bien. Le premier, toutefois, existe déjà en fait. C'est le chef-d'œuvre de Forby, donc en gros c'est un scénario qui existe dans les Sacrements du Mal. Donc l'un des vieux suppléments de l'appel de Cthulhu pour l'époque victorienne justement. C'est une histoire qui est vraiment très 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 originale, qui est pas très Lovecraftienne en essence, dans le sens où vous attendez pas à voir des petits Cthulhu qui se baladent. C'est vraiment purement dans la tradition, pour moi, comme Dorian Gray. C'est-à-dire qu'il y a une raison purement humaine derrière tout ça. C'est pas, en gros, c'est pas un mec qui a trouvé enfin, je sais pas, qui a trouvé un parchemin, qui a été contacté par les Migos, c'est pas du tout ça en fait. En gros, c'est une sorte de vengeance où un artiste s'est fait faire cocu par un de ses amis et ivre de rage, en fait, euh, enfin, son esprit a été enfermé dans une statue, donc un chef-d'œuvre qu'il a lui-même créé, et revient à chaque génération pour se venger quand le cycle va se reproduire avec ses enfants et ses descendants. Et du coup, à l'époque actuelle, il y a une contestation, il y a un homme qui vit avec une femme. L'homme et la femme vivent ensemble dans un riche manoir. Ils ont un fils qui est une petite teigne. Et en fait, il y a un ancien prétendant de la femme qui revient et qui commence à essayer de faire peur au mari en se déguisant en sorte de monstre vêtu de feuillage pour lui faire peur, en fait, pour que l'autre fasse une crise cardiaque et pète un plomb. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment un monstre à côté, donc c'est une statue enfin, c'est une statue façon gréco-romaine d'Icare, je crois. Et en fait, cette statue s'anime, et à la fin, enfin, la statue va essayer de prendre sa revanche et de tuer en fait le mâle en fait enfin l'héritier, le père de la famille en fait pour venger un peu l'affront qui lui a été fait. Donc il faut que vous trouviez un moyen de détruire la statue ou de lever la malédiction. Et c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment c'est un drame à huis clos, donc dans un grand manoir à la campagne, comme pouvez vous y attendre, avec le prétendant soldat qui revient de la guerre, qui veut retrouver l'amour de Gertrude, je crois qu'elle s'appelle, avec tout un cas, donc avec le gamin qui est absolument horrible, le professeur qui vient pour essayer d'aider le maître en fait de la maison qui devient complètement fou, et les serviteurs aussi qui sont présents, qui ont tous un peu leur petits secrets de polichinelle en fait, mais qui ne sont pas liés à cette histoire-là, mais qui sont des red herring. Il y en a un qui pique dans la caisse, il y en a un qui est alcoolique. C'est super chouette, vraiment, c'est un scénario qui est finalement qui est pas si simple à faire jouer parce que c'est sur un délai, c'est sur 3 jours, je crois, de tête. Il se passe beaucoup d'événements, il faut faire monter la sauce, et l'idée c'est que la nuit, le faux monstre et le vrai monstre aussi s'animent et dans un désir à la fois de jalousie pour l'un et de vengeance pour l'autre. Donc ça demande pas mal de préparation. Le scénario est quand même assez, enfin, il y a une vingtaine de pages, je crois. C'est très très chouette, très original. Moi, j'ai vraiment. Alors, je sais que vous allez me dire, bah oui, c'est un vieux scénario et tout. Moi, je l'avais jamais lu, donc c'est la découverte. Et c'est très très chouette. On est, euh, on est quasiment sur du. C'est plus du Maléfice en fait. J'ai l'impression. J'ai pas lu Maléfice, mais de la description qu'on a faite d'une horreur qui est beaucoup plus terre à terre, inscrit, pas dire dans le réel, mais en tout cas dans la tragédie humaine de base, qui est à mon avis la source de toute bonne horreur, hein. Enfin, c'est mon avis personnel. Et c'est vraiment très très chouette, c'est bien mené, et évidemment le final ça va être de vous débarrasser de l'immonde statue dans lequel il y a un cadavre en fait qui est animé par une malédiction. C'est très très cool, vraiment, évidemment c'est un grand classique. Et l'idée justement, le but du jeu aussi, c'est d'éviter que le maître de maison devienne fou en fait avant le dénouement, puisqu'il va y avoir à ce moment le vrai monstre qui débarque. Et pour le casser, ça va être compliqué parce il est dans une statue extrêmement résistante, donc vous n'avez pas beaucoup de choix. Je crois qu'il faut le brûler, il faut le pousser dans l'eau. Enfin, c'est assez marrant, c'est assez cocasse en fait pour se débarrasser de lui. C'est plutôt pas mal.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses, on vous ment pas. Alors le découpage est un peu toujours le même en fait, on vous donne description des personnages, description des événements, et après tous les indices que vous pouvez trouver pièce par pièce dans le manoir et les alentours, ce qui est assez grand. Donc il y a, il y a clairement à boire et à manger, beaucoup de choses, beaucoup d'aides de jeu aussi présentes. On ne s'est pas moqué de vous, c'est vraiment un gros scénar et c'est plutôt appréciable en fait, simplement. Après, il faut rentrer dans le mood, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a des descriptions de tout ce qui est autour, qu'est-ce qui se passe, le fameux cercueil avec la momie, enfin avec la statue maudite. Parce qu'en fait, le cercueil est vide, vous l'ouvrez, le cercueil est vide, puisque le gars est dans sa statue. Et le final, évidemment, qui va être terrible, avec le secret révélé de la malédiction. Les PNJ, ils carrent la statue, la vengeance dans le bronze. Deuxième scénario, qui je crois est original, qui est très bien aussi. Moi j'ai beaucoup aimé le lire. Donc l'idée c'est qu'en fait il y avait un dieu qui était adoré à l'époque quand Londres était une province romaine, c'était une eau magique d'un dieu qui permettait de soigner les gens. Sauf qu'en fait effectivement quand les gens buvaient l'eau, ils se désoignaient, mais peu à peu ils avaient des furoncles qui apparaissaient et ils devenaient des espèces de zombies qui écrivaient des signes étranges sur les murs. Avant de mourir, en fait, ils mouraient de faim, ils devenaient en fait comme des cadavres. Et en fait, l'idée, c'est que le dieu n'est pas vraiment un dieu, enfin, c'est un dieu dans le sens chtonien. C'est un druide qui a invoqué plus ou moins, un prêtre de Mitra, je crois, qui a invoqué une sorte de force, enfin, de source d'eau démonique, enfin, grosso modo, cthulhuide, qui peut soigner les gens, mais qui les transforme peu à peu en espèce de zombies, comme vous voyez. Et l'idée, c'est que c'est une maladie. En fait. Et donc, votre but dans le jeu, ça va être, puisqu'à la fin, en fait, quand les gens arrivent à la fin de l'incubation, ils se suicident de la manière la plus spectaculaire. Et en fait, le but, c'est qu'ils infectent les gens en balançant du sang, des contacts de fluides. Et donc, en fait, potentiellement, vous pouvez avoir une maladie terrible qui va se décanter à travers tout Londres. Et heureusement, vous arrivez au début de cette épidémie. Donc, vous allez avoir les premiers cadavres qui vont commencer à tomber. Il y a des fortes chances que vos joueurs soient infectés, donc là il faut faire attention parce qu'en gros il y a des parasites dans l'eau les parasites dans l'eau peuvent vous contrôler et si vous agissez pas, si vous faites rien en fait de point de vue médical, il se peut que votre personnage soit le prochain sur la liste. Donc c'est une véritable course contre la montre qui va s'engager un peu façon jeu de pandémie quoi. C'est-à-dire que le but, il va y avoir une épidémie qui va être de pire en pire, il y a des gens qui sont puis il y a plus en plus de gens infectés et c'est à vous en fait d'empêcher ça, de trouver la source, donc à savoir que quelqu'un en fait il y a un apothicaire qui a trouvé la source miracle et qui utilise l'eau qu'il a trouvée en fait sous terre je crois pour donc voilà comme je disais en fait ils se suicident et en se suicidant ils infectent d'autres personnes et donc cette eau miraculeuse il dit super je vais faire plein de fric mais en fait il a réveillé l'eau et c'est à vous de trouver le temple du Mithras afin de pouvoir arrêter une bonne fois pour toutes l'eau. Donc il y a plusieurs façons, en étudiant les symboles et potentiellement à la fin en bannissant en fait simplement la créature pour qu'elle ne puisse pas réinfecter d'autres personnes. Sachant qu'évidemment, à la fin, la créature tentera de se défendre de manière aqueuse, mais aussi par les gens qu'elle a possédés, qu'elle contrôle sous le terme de l'infection. Donc c'est très original. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, dans une sorte de scénario de confinement, peut-être inspiré par le Covid, qui sait. Mais c'est plutôt chouette et encore une fois complètement différent de l'expérience cthulesque de base à laquelle on pourra s'attendre. Et pour moi, c'est une très très bonne surprise. C'est une très bonne surprise et j'aurais bien aimé peut-être un petit scénario supplémentaire, mais bon, après je me dis que ça fait quand même 50 pages de scénario pour deux. Donc c'est pas rien non plus. Mais ça donnera. Je suis curieux vraiment, ça c'est vraiment un que je me verrais bien jouer, enfin maîtriser. C'est très original et c'est vraiment les scénarios autant les scénarios m'ont vraiment enchanté par rapport à d'autres aspects du bouquin. Donc, et je crois qu'on a fait le tour avec les appendices. Donc on a quand même un bouquin, donc forcément un listing. C'est quand même un bouquin qui fait 250 pages, hein, c'est pas un petit bébé. C'est pas un petit bébé, donc ça, c'est toujours marrant. Toutes les illustrations, de personnages avec des stats, si jamais vous avez besoin de sortir des gens du chapeau. C'est plutôt cool. On notera que les illustrations sont quand même pas dégueulasses, hein. Enfin, ce sera pas du goût de tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. Je sais pas qui est le mec qu'ils ont récupéré pour faire ça. Il n'y a pas que Loïc Musy, il y en a d'autres, hein. Mais c'est des mecs un peu différents de ce que j'avais vu dans les magazines Totep. Ils ont dû recruter depuis.
Et voilà. Et du coup, donc forcément, vous allez me dire, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je vous recommande ou autre? Donc encore une fois, je rappelle que ce livre, je l'ai eu, c'est une copie gratuite qui m'a été donnée par Chaosium, donc c'est un peu mon disclaimer. Euh, c'est assez difficile de vous donner un avis pour plusieurs raisons. La première, c'est est-ce que les gens qui vont acheter, si vous achetez juste les bouquins, enfin le diptyque Toulouse by Gaslight, c'est-à-dire que vous voulez jouer que du victorien, moi ça me semble pas mal. C'est-à-dire que ça offre une introduction à l'appel de Cthulhu, il y a plein d'éléments pour expliquer l'ère victorienne, très bien. Si vous êtes intéressé par l'ordre hermétique notamment, ou l'ordre hermétique ou comment jouer plutôt enfin, l'époque victorienne, mais pas forcément sous l'angle de l'appel de Cthulhu, ça me semble plutôt pas mal. Mais personnellement, alors c'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu, mais je trouve que est-ce qu'il y avait besoin de faire de livres? Ça, c'est vraiment ma question. Je ne pense pas. Personnellement, je pense pas. Je pense que. Alors, je sais qu'on va me dire c'est un business model et tout. Et je sais que j'avais eu aussi un peu ce problème-là avec l'appel de Cthulhu. Où, en gros, le diptyque de base de l'appel de Cthulhu, moi, j'ai que le guide du maître, parce que c'est là où il y a les règles, c'est là où il y a les monstres, et les scénars. Et bon, très honnêtement, le guide de l'investigateur, ça m'intéresse pas trop. Alors on va me dire, bah oui, mais Cthulhu by Gaslight, ça a une dimension iconique dans la gamme de l'appel de Cthulhu, c'est vrai, mais si Down Darker Trails a réussi à faire tout un supplément sur l'appel de Cthulhu Far West très très bien, avec des scénars nickel dans un seul bouquin, aussi majestueux l'Empire britannique fut-il, je pense qu'on aurait pu rester sur un scope équivalent. Il y a des fois, j'ai eu un peu l'impression de voir du rembourrage, notamment les personnalités de l'époque victorienne qu'on retrouve déjà dans le bouquin de base, enfin qu'on retrouve en partie en fait dans le guide de l'investigateur. Ça, j'étais là genre bon, c'est pas très intéressant. Euh, il y a le premier chapitre. En fait, le problème c'est le premier chapitre. Le premier chapitre pour moi c'est une douche froide parce qu'en fait on vous balance une sorte de ouais, de pot pourri, d'articles plus ou moins intéressants. Alors, c'est des trucs assez globaux et qui sont en général plutôt pertinents, comme la gestion de la loi, enfin, du judiciaire et tout. Mais je trouve que ça fait un peu, bon, bah voilà, on va regrouper tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le bouquin, on va le mettre ici, et puis débrouillez-vous, quoi. Euh, tout le chapitre sur l'aube dorée, ça, c'est vraiment selon les goûts. Moi, c'est pas mon truc. Mais peut-être que vous, ça vous intéressera, hein, simplement parce que ça, les sociétés secrètes de l'époque victorienne, ça peut vous intéresser. Je sais que j'étais plus intéressé personnellement. Voilà, bah, évidemment, mon gros truc, c'est sur l'appel de Cthulhu. Donc, c'est la gestion des cultes, comment c'est représenté. Certaines des personnalités que je connaissais pas, bon, c'est toujours aussi intéressant à prendre. J'ai beaucoup aimé tous les éléments qui peuvent vous aider à la maîtrise. Je parle pas juste des éléments sur comment marche l'ère victorienne, mais sur les endroits hantés, sur les crimes, ça c'est vraiment c'est de la matière féconde pour pouvoir maîtriser plus tard dans Cthulhu by Gaslight, pour vous aider à concevoir des scénarios. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, en fait, que le Keeper's Guide, c'est une boîte à outils. Moi, je la trouve imparfaite. Je la trouve des fois un peu rapiécée. C'est pas du niveau de certains bouquins de Warhammer que je critique en ce moment, où je trouve que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Le bouquin fait quand même 250 pages, donc on se moque pas de vous. Les deux scénarios sont très très bien. Moi, vraiment, je vous ai montré. Il y en a un qui était déjà précédemment montré dans les Sacraments du Mal, mais ils sont très originaux, ils offrent un truc complètement différent, avec un niveau d'adversité qui est pas pareil, un sens du danger qui est complètement différent, avec un qui est beaucoup plus cosy, on va dire, de l'horreur cosy, alors que l'autre, ça va très très vite, ça peut être très très mal. J'ai passé un. Non, non, ça reste un bouquin qui est assez solide. Je peux pas le conseiller à tout le monde, encore une fois. J'avoue que c'est une petite déception. C'est-à-dire que, quand même, je trouve que Cthulhu by Gaslight, pour tout ce qu'on m'a dit dessus, de son côté génialissime, bah moi, personnellement, j'ai pas retrouvé ça. J'ai trouvé, en fait, enfin, alors c'est là où ça fait un peu suer, mais je trouve que, par exemple, Weissen, qui fait un bouquin, enfin, dont le bouquin fait la moitié enfin, il fait genre, je sais pas, 170 pages par exemple, arrive à mieux saisir la quintessence de ce qu'était l'époque victorienne pour moi. Alors certes, ils vont pas autant dans les détails par rapport au judiciaire, par rapport à tout ça, mais il y a vraiment une
une sorte de quintessence dans un livre qui est assez petit, et finalement pourtant qui marche très très bien, voire même parfaitement. Et pourtant c'est un truc où il y a un bestiaire qui prend la moitié du bouquin. Moi ça m'a beaucoup enchanté. Alors c'est peut-être aussi parce que justement c'est Graham Davis qui l'avait fait, que donc le gars il était un peu rodé à faire tout ça. Graham Davis c'est quand même le mec qui faisait tous les suppléments sur l'Angleterre pour Vampire et compagnie. Alors que là je pense qu'ils ont dû... ils ont un peu l'héritage aussi des vieux clous by Gaslight, qui étaient préexistants. Et donc il faut pouvoir utiliser ça, il faut aussi utiliser l'aube dorée. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc de l'avant. Et il y a aussi le présent, avec leur volonté d'introduire de nouveaux joueurs. Comment est-ce qu'on fait pour amener de nouvelles personnes dans l'appel de Cthulhu, comment leur présenter l'ère victorienne. Et ça, c'est des problématiques que, en tant que vieux joueur, on n'a pas forcément, mais que Chaosium, dans sa ligne éditoriale, a. Et c'est un choix que moi je respecte personnellement. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais à ce moment-là, si ça vous plaît vraiment pas, c'est très simple en fait. Vous prenez éventuellement le PDF quand il est moins cher, et puis pour le reste, vous avez toute la gamme de l'appel de Cthulhu qui existe en PDF, et surtout il y a vraiment l'idée aussi que c'est une introduction. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit quand j'ai parcouru le bouquin, moi j'ai tout de suite vu, ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que de toutes mes lectures. Et ça ne peut, et j'espère en fait que ce livre ne va faire que inciter des gens à lire Oscar Wilde, à lire Conan Doyle, à lire Le Fanu, Stoker, et pas que Dracula. Il y a plein de choses absolument, même des romans non fantastiques, hein. Il y a des trucs qui sont très très... Kipling, c'est absolument génial. Conrad, je pourrais en parler des heures. Donc ça, c'est vraiment pour moi, cette boîte à outils, c'est juste une introduction pour aller plus loin. C'est-à-dire que si ça vous plaît, si vous aimez cet environnement, il y a plein de ressources qui s'ouvrent à vous, et c'est pour vous mettre une sorte de mise en bouche vers cette époque qui est extrêmement intéressant, faite de tensions à la fois économiques, sociétales, euh, qu'on n'a jamais vu, qu'on voit aujourd'hui sous une autre forme, mais qui à l'époque était un tel niveau de délire entre la technologie, justement l'espèce de crasse pas possible qui est marquante, quoi, qui donne envie quelque part d'y jouer, parce que c'est très original, parce que c'est complètement différent de ce qu'on connaît à l'époque, et ça a une iconographie qui est extrêmement forte, et qui nous a bercé par les bandes dessinées, par les livres, par les films, par les séries, j'en sais rien. Tout de suite ça vend. Si je vous dis on va faire un jeu de rôle à l'époque victorienne, forcément vous avez des images qui ressortent, et peut-être que c'est là la grande force et la tragédie de ces bouquins-là, c'est que ils sont face à un monde qui est tellement riche, tellement vaste, qui a une telle image forte dans notre tête, que même le meilleur bouquin du monde ne pourra pas y rendre hommage. Enfin, ne pourra pas arriver à un niveau d'appréciation. Et ça, je le pense. Moi, je le pense sincèrement. C'est très difficile d'arriver au niveau de notre imaginaire, simplement. Donc, je pense que, encore une fois, euh, dans les raisons que j'ai citées, ce bouquin peut vous plaire. Je ne peux quand même que me dire que c'est une légère déception. Moi, j'aurais préféré un gros bouquin plutôt que deux. Je trouve que deux, c'est too much. Bon, ça regarde que moi. Mais par contre, les scénarios sont très très bien. Si vous voulez des scénarios, ils sont parfaits. Il y a une description du mythe de Cthulhu durant l'époque victorienne, c'est très très bien. Il y a pas mal de petites idées d'inspiration qui sont super chouettes. Pour le reste, on est sur une boîte à outils. Et une boîte à outils, ça dépend des outils dont vous avez besoin. Et j'espère que la description des outils que j'ai faite vous permettra de l'acheter ou d'attendre, ou de ne pas l'acheter, pour plus tard, parce que c'est l'essentiel de cette vidéo, en fait, c'est de faire un survol du livre. Donc je ne suis pas allé dans tous les détails, mais encore une fois, ça vous donne un point de vue sur l'appel de Cthulhu, et je remercie encore Chaosium de m'avoir fourni la copie, et de pas... bon, après, il parle pas français, mais de pas avoir justement la volonté de vous taper sur les doigts si vous dites le bouquin que vous avez moins aimé sur certains aspects, vous avez moins aimé certains aspects par rapport à d'autres. En tout cas, voilà, c'était le Keeper's Guide, qui fait un binôme avec le Investor Guide. C'est déjà sorti, je crois, en physique. Évidemment, à l'heure des taxes, Chaosium en a parlé, hein, mais ça se passe très très mal pour eux. Là. Ça va être, tous les gens qui font du jeu de rôle aux États-Unis, à travers le monde, ça va être très 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 compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez déjà prendre le PDF, et si vraiment vous savez pas si vous avez envie de le prendre, mon petit doigt me dit que forcément dans l'année ou l'année prochaine, peut-être qu'il y aura des... Ils font souvent des réductions, il y a souvent des Humble Bundle, donc faut pas hésiter en fait. C'est-à-dire que si c'est vraiment le prix qui vous choque, vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse ou pas, attendez un peu, et puis vous pourrez l'avoir un peu à vil prix. Mais en tout cas, moi, j'ai pas passé un mauvais moment à lecture.
comme l'Investigator, mais comme je dis, ça reste une boîte à outils, et ça dépend des outils dont vous avez besoin. Et des fois, on a besoin d'un marteau, des fois, on a besoin d'une scie, mais pas tout le temps, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour finir de façon un peu nébuleuse et sibylline sur le Keeper's Guide de l'appel de Cthulhu pour Cthulhu by Gaslight. J'espère que ça vous a plu, et encore une fois, donc si jamais le bouquin vous intéresse, j'ai mis un lien dans la vidéo, et je reviendrai prochainement pour une autre sortie de Chaosium, où là j'ai franchi le Rubicon je vous parlerai de Pendragon, je vous parlerai très prochainement du Game Master Guide, qui est sorti il n'y a pas longtemps, un peu en teasing pour la prochaine fois. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis à très bientôt. Allez, salut!